Moi, je m'appelle Adrien Bouglé, effectivement, j'ai la chance de travailler, de continuer à travailler dans l'équipe de neuropathologie expérimentale de Pasteur après ma thèse. Et puis, l'essentiel de mon temps, c'est donc d'être anesthésiste réanimateur à la Pitié-Salpêtrière, en anesthésie et en réanimation, majoritairement de chirurgie cardiaque. Je m'intéresse beaucoup à cette atteinte musculaire chez les patients de réanimation liée notamment au sepsis. Mais on va voir que c'est difficile de faire à part des choses entre ce qui est lié à la réanimation, à l'inflammation, à l'agression systémique des patients de réanimation et puis à une problématique typiquement liée à une infection, à un sepsis. Le sepsis, qu'est-ce que c'est? Ça a déjà été un petit peu abordé, hein, mais donc c'est un syndrome, hein, c'est pas une maladie en tant que telle. C'est un syndrome qui associe des manifestations cliniques et biologiques qui sont secondaires à une infection. C'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, hein, depuis l'Antiquité, mais c'est seulement au XXe siècle, et même dans la deuxième partie du XXe siècle, que les progrès, notamment en antibiothérapie, vont considérablement changer le pronostic de cette pathologie. En fait, on a une population qui est vieillissante et donc un nombre d'hospitalisations pour une infection grave, pour un sepsis qui ne cesse d'augmenter. Là, c'est une cohorte américaine qui avait été publiée entre 2001 et 2007. Vous voyez que le nombre d'hospitalisations pour sepsis, et notamment les formes graves, augmente. Là, vous voyez un chiffre multiplié par 3 et des patients de plus en plus graves. Hein. En réanimation, on aime bien caractériser les patients en termes de défaillance d'organes, c'est-à-dire si les reins ne marchent pas, les poumons ne marchent pas, le cœur ne marche pas. Et vous voyez que les patients, là, présentaient plus de défaillance d'organes. Donc, il y avait plus de patients hospitalisés pour un sepsis et des patients plus sévères. Et en dépit de cette sévérité augmentée, eh bien, la mortalité dans le choc septique ne cesse de baisser. Et on est à peu près à 20% aujourd'hui pour plus de 35-40% il y a encore quelques années. Et 20% pour le choc septique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de survivants à la réanimation, le nombre de survivants au sepsis augmente considérablement, mais ces patients vont survivre avec des séquelles. Et ces séquelles, c'est des séquelles qui sont cognitives et qui sont musculaires notamment. Puis il y a d'autres séquelles qui s'intègrent dans ce qu'on appelle le syndrome post-réanimation. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à ces séquelles musculaires du patient survivant à un sepsis et du patient survivant à la réanimation. L'ensemble de cette dysfonction musculaire du patient de réanimation, et notamment du patient septique, on le regroupe sous la forme d'un syndrome qui s'appelle la neuromyopathie de réanimation. Donc à nouveau, ce n'est pas une maladie, hein, c'est l'association de manifestations cliniques, histologiques, électromyographiques. C'est quelque chose qu'on va rencontrer très fréquemment chez les patients de réanimation. Hein. Plus de la moitié des patients qui sont sous ventilation mécanique pendant plusieurs jours vont présenter un tel syndrome. Et il se caractérise en fait par une faiblesse musculaire généralisée, notamment des muscles respiratoires, le diaphragme, et puis des muscles périphériques. Donc les patients ne vont pas être en mesure de respirer tout seuls. On va être obligé de les maintenir sous ventilation artificielle pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis ils ont également des séquelles motrices très importantes, ce qui fait que par exemple ils ne peuvent pas se nourrir tout seuls, ils ne peuvent pas marcher. L'intensité de cette neuromyopathie de réanimation, elle est liée à l'intensité de la pathologie initiale. Plus on est grave, plus on présente une neuromyopathie de réanimation. Et plus on présente une neuromyopathie de réanimation, et bien plus on va être ventilé longtemps, plus on va rester longtemps en réanimation, et même plus on va mourir. Hein, la mortalité hospitalière est directement associée à la survenue d'une neuromyopathie de réanimation. On va revenir là-dessus très rapidement. Les facteurs de risque, hein, donc c'est la sévérité, l'immobilisation prolongée, et puis éventuellement les désordres du contrôle de la glycémie au cours du séjour en réanimation. Donc comme je vous le disais, la neuromyopathie de réanimation, ça impacte durablement le pronostic. Donc la neuromyopathie de réanimation, on va la grader avec un score clinique qui s'appelle le Medical Research Council Score, hein, qui est tout simplement de tester la force des bras et des jambes, des mains et des pieds, puis de coter sur 5 chaque contraction. Le maximum, c'est 60. Pour la majorité d'entre vous, là, vous avez 60 points. Quand on est à moins de 48, eh bien, on peut parler de neuromyopathie de réanimation. Et vous voyez qu'en fonction de ce score, hein, donc plus le score est bas, plus la neuromyopathie de réanimation est sévère. Hein, globalement, inférieur à 30, c'est un patient qui est pratiquement tétraplégique. Hein, donc ce n'est pas une tétraplégie secondaire, une lésion médulaire, hein, c'est quelque chose qui est potentiellement voué à récupérer au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, mais néanmoins, voilà, c'est un patient qui ne bouge plus, qui ne peut plus respirer tout seul. Mais vous voyez que plus ce MRC score est important, plus la mortalité hospitalière est importante.
Et puis c'est quelque chose qu'on retrouve ici sur la mortalité hospitalière, la mortalité en réanimation, la durée de ventilation mécanique, la durée de séjour en réanimation ou la possibilité d'une sortie de l'hôpital. Sur cette dernière figure, alors c'est pas très grand, mais ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va jusqu'à pratiquement 1 an, hein, et donc cette sévérité de la neuromyopathie de réanimation, elle a des conséquences qui sont très prolongées et qui dépassent de beaucoup la sortie de réanimation. Hein, aujourd'hui, on est capable de faire survivre la majorité des patients en réanimation, mais à quel prix? Eh bien, pour les plus graves d'entre eux, au prix de séquelles musculaires, de séquelles fonctionnelles très importantes, et surtout qui vont durer dans le temps de façon importante. La neuromyopathie de réanimation, c'est donc responsable de séquelles physiques et cognitives. Bien sûr que ça diminue la capacité à l'exercice, et puis ça a bien sûr un coût élevé pour la société, puisque ces patients ne vont pas pouvoir retourner au domicile, ils vont devoir être hospitalisés dans des structures de soins spécialisées, avec beaucoup de rééducation, de kinésithérapie, etc. Alors, quelle est la physiopathologie de cette neuromyopathie de réanimation? En fait, on la connaît de manière imparfaite. Il y a beaucoup de données précliniques, données chez l'animal, avec des modèles d'immobilisation prolongée, des modèles d'infection, mais aucun de ces modèles n'arrive à reproduire complètement ce qu'on peut observer chez l'homme, et notamment le caractère intriqué, multifactoriel des pathologies représentées par nos patients. Néanmoins, on peut quand même distinguer une phase précoce, très précoce dans les heures, les jours qui suivent l'agression initiale, avec une instabilité de la membrane musculaire secondaire à une dysfonction des canaux sodiques, une dysfonction mitochondriale, donc les mitochondries du muscle qui ne sont plus en mesure de générer de l'ATP. Et puis à une phase plus tardive, on va observer un déséquilibre entre la synthèse et la dégradation des protéines musculaires, qui va être à l'origine donc d'une sarcopénie. On pourra avoir également une altération des mécanismes d'autophagie. Puis enfin, le dernier point, c'est une atteinte de la régénération musculaire. Chez une personne qui a un muscle normal, après une lésion musculaire, on va observer au bout de quelques semaines une régénération musculaire. Donc un patient, même un patient qui a été grave en réanimation, une fois qu'il est sorti de réanimation et que l'agression initiale est passée, il devrait régénérer ce muscle qui a été atteint par cette phase précoce, cette phase tardive. Et ce qu'on observe chez les animaux, mais également chez l'homme, c'est que les patients ne régénèrent pas de muscle. Plusieurs semaines, plusieurs mois après la sortie de réanimation, pour les plus graves d'entre eux, on observe encore une sarcopénie importante. Et cette sarcopénie, elle est en lien avec une atteinte de cette régénération musculaire qui est sous la dépendance d'un type de cellules qu'on connaît bien dans le laboratoire, qui sont les cellules souches musculaires, les cellules satellites. Alors, je vais passer rapidement sur cette physiopathologie, mais pour me reparler donc, de cette inexstabilité musculaire observée donc, à la phase précoce, ça c'est observé chez la souris, on va passer un petit peu. La dysfonction mitochondriale, c'est une étude importante dans cette littérature de l'atteinte musculaire des patients de réanimation. C'est une étude qui a été publiée dans Lancet au début des années 2000. Oui, c'est pas énormément de patients, c'est une étude réalisée à Londres par l'équipe de Mervyn Singer. Ils avaient fait des biopsies chez 28 patients en choc septique, 16 patients vont survivre et 9 patients contrôlent en plus, et ils ont regardé la chaîne respiratoire mitochondriale, la capacité à produire de l'ATP, et ce que les auteurs avaient pu mettre en évidence, c'est qu'il y avait moins d'ATP dans le muscle des patients qui n'allaient pas survivre au choc septique, et puis l'activité de la chaîne respiratoire mitochondriale, par exemple le complexe 1, était directement liée à la gravité de l'état de choc, qui était exprimée ici par la quantité de vasopresseurs nécessaires pour maintenir une pression artérielle. Donc, chez l'homme, il a pu être montré il y a une quinzaine d'années déjà qu'il y a bien une dysfonction mitochondriale à la phase précoce du sepsis observée dans le muscle. Je vous l'ai dit, il y a une phase un tout petit peu plus tardive, il y a ce déséquilibre entre la synthèse et la dégradation des protéines musculaires. Alors là encore, c'est quelque chose qui est assez complexe. Il y a de multiples voies qui ont été mises en évidence, notamment chez l'animal. On ne va pas détailler toutes ces voies, juste montrer ce qui a pu être montré chez l'homme dans une étude publiée dans le New England il y a quelques années. À nouveau une équipe londonienne, mais pas la même. Ils ont pu faire des biopsies musculaires chez les patients hospitalisés en réanimation. Puis ils ont regardé également la surface du muscle droit latéral, donc la muscle de la cuisse, du quadriceps chez les patients. Ce qu'ils ont pu mettre en évidence, c'est que plus le temps passe, vous voyez, c'est le temps depuis l'admission en réanimation, et bien plus la surface de section du muscle va diminuer, donc il y a bien une amyotrophie qui apparaît au cours du séjour en réanimation. Et de la même manière, là c'est le pourcentage c'est la baisse donc, de la surface de section du muscle, eh bien plus on est grave, quand on est en ce qu'on appelle en défense multiviscérale, donc
un patient qui va présenter une atteinte de sa fonction rénale, hépatique, pulmonaire, secondaire à une infection, il est en défaillance multiviscérale, eh bien son amyotrophie est plus importante que le patient qui va présenter la défaillance d'un seul organe, donc qui est moins grave. Donc chez le patient de réanimation, le patient en choc septique, eh bien, on observe dans les jours qui suivent l'admission en réanimation très rapidement une perte de la masse musculaire, et cette perte de la masse musculaire, elle est proportionnelle à la gravité du patient. Dernier point de cette physiopathologie, eh c'est l'autophagie. Donc ça, c'est des données qui sont beaucoup plus récentes. L'autophagie, c'est ce mécanisme des organismes eucaryotes qui a pour but de maintenir l'homéostasie cellulaire et qui est très important dans la réponse au stress. Eh bien, il a pu être démontré, notamment là chez l'homme, dans une étude publiée il n'y a pas très longtemps, on pouvait observer une diminution des vacuoles d'autophagie chez les patients les plus graves de réanimation, et puis que cela se traduisait par une accumulation de protéines ubiquitinylées chez le patient critique par rapport au patient contrôle, qui montre bien là encore qu'un patient grave de réanimation a en fait une multitude de voies qui vont aboutir à cette dysfonction musculaire. Dernier point, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est atteinte de la régénération musculaire qui est donc sous la dépendance d'un type de cellules qui s'appelle les cellules satellites. Et ces cellules sont situées sous la membrane basale musculaire, c'est très peu, c'est 3 à 10% des noyaux musculaires chez l'adulte. Et chez l'animal, dans une étude publiée il y a 4 ans maintenant dans le laboratoire, eh bien, l'équipe avait pu mettre en évidence qu'après une infection réalisée chez la souris, eh bien, on observe un défaut de régénération musculaire avec, au lieu de refaire du muscle comme ici, eh bien, on va faire surtout de la fibrose musculaire et que le nombre de cellules satellites, donc le nombre de cellules qui sont responsables de cette régénération musculaire, était significativement diminué après un sepsis. Ces données ont pu être confirmées par une étude chez l'homme d'une équipe canadienne. Ils ont regardé à 6 mois, ils ont refait des biopsies musculaires à 6 mois chez des patients qui avaient été hospitalisés en réanimation. Eh bien, eux n'ont pas pu mettre en évidence d'atteinte de l'autophagie ou du système ubiquinine-protéasome, mais attention, on n'est pas à la phase précoce, on est longtemps après. En revanche, il y a bien une diminution du contenu en cellules satellites, et plus les patients présentaient une neuromyopathie de réanimation persistante 6 mois après le séjour en réanimation, eh bien, plus ces patients avaient peu de cellules satellites dans leurs muscles. Alors, comme je disais en préambule, c'est difficile de faire la part des choses finalement entre une atteinte spécifiquement liée au sepsis, à cette physiopathologie de l'infection, et puis aux patients graves de réanimation qui rentrent pour une autre pathologie, un infarctus du myocarde, un accident de la route ou une hémorragie méningée. C'est d'autant plus compliqué que bien souvent ces patients graves de réanimation, même si leur motif d'entrée en réanimation est quelque chose de non infectieux, ils vont présenter des complications infectieuses au cours de leur séjour, des pneumonies, des septicémies, etc. Et donc, c'est bon, je pense que en recherche translationnelle, chez l'homme, c'est pratiquement impossible d'avoir un modèle pur de pathologie non infectieuse versus pathologie infectieuse en réanimation. Bon, donc c'est difficile de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une atteinte spécifique qui est liée au sepsis? Il n'y a pas beaucoup d'éléments dans la littérature là-dessus. Là, c'est ici une étude qui a été publiée en 2006 dans une revue de réanimation. Ils ont regardé la force de l'adducteur du pouce et les potentiels d'action en les comparant à des patients qui avaient un choc septique en défaillance multiviscérale. Donc il s'agit de ces patients-là. Et puis d'autres patients qui avaient été immobilisés. Ils essayaient ainsi de reproduire une amyotrophie. Bon, même chez les patients, les volontaires qui ont été immobilisés, eh bien, on observe quand même une force musculaire normale, alors que les patients septiques avaient une force de l'adducteur du pouce qui était significativement diminuée. Et puis l'autre étude un petit peu plus récente, publiée en 2015, c'est des patients qui auront survécu à un choc septique, un sepsis sévère. Ils ont comparé ces patients à 50 patients contrôle, ils ont regardé leur capacité d'exercice à 3 mois. Donc à nouveau, on ne compare pas des patients de réanimation septique avec des patients de réanimation non septiques. On compare des patients de réanimation qui ont fait un sepsis, qui ont guéri, et 3 mois après par rapport à des patients contrôle. Ce qu'on peut dire, c'est que 3 mois après, il y a toujours une capacité à l'exercice qui est diminuée, ce qui illustre en fait, plus qu'une atteinte spécifique liée au sepsis, la pérennité dans le temps de cette atteinte musculaire.
Pour revenir un petit peu sur la clinique, je crois que c'est le but aussi de ces séances. Donc, le diagnostic de neuromyopathie de réanimation, je vous le disais, il est porté, c'est un diagnostic clinique qui est porté sur l'examen clinique, hein, avec la force musculaire de ces 5 groupes musculaires, et donc un score qui va de 0 à 60. Et quand on est inférieur à 48, on peut poser le diagnostic de neuromyopathie de réanimation. Il y a d'autres méthodes, mais qui sont plus du domaine de la recherche clinique, comme la dynamométrie manuelle ou faire de l'échographie musculaire. Enfin, quelques mots de thérapeutique. Comment est-ce qu'on peut traiter ou prévenir cette atteinte musculaire? Eh bien, vous voyez qu'il y a plusieurs finalement voies. On peut essayer de prévenir précocement le sepsis, d'envisager de traiter, de prévenir l'inactivité musculaire, d'arranger les désordres métaboliques. Alors, traiter précocement le sepsis, ce n'est pas le sujet du jour, donc on passe rapidement là-dessus, mais le traitement du choc septique, c'est le contrôle de la source infectieuse. Hein, donc c'est l'antibiothérapie, la chirurgie éventuellement, c'est donner donc très vite des bons antibiotiques et rapidement faire une prise en charge des différentes défaillances d'organes, notamment la défaillance hémodynamique en restaurant un débit cardiaque chez les patients. C'est traiter l'inactivité musculaire, donc il a été proposé de la stimulation électrique chez ces patients ou alors de la prise en charge par une kiné précoce, intensive au cours du séjour en réanimation. Alors les données sont un peu contradictoires sur la stimulation électrique. Là, c'est une étude publiée dans une revue de réanimation en 2010 où il y avait une stimulation électrique importante, enfin une stimulation électrique chez les patients versus pas de stimulation. Il y avait un signal quand même des résultats positifs dans cette étude, ce qui n'était pas du tout retrouvé dans une étude publiée un petit peu plus récemment, là en 2011, où il n'y avait aucune différence observée. Qu'en est-il de la mobilisation précoce? Donc là, il y a pas mal d'études avec beaucoup de patients, des méthodologies bien faites, et donc des études qui sont souvent publiées dans des revues à haut impact factor, hein, le Lancet, le New England. Ça, c'est une étude un peu princeps sur cette thématique, publiée par Schweikert en 2009, une étude prospective randomisée. Ils ont pris tous les patients qui étaient en réanimation sous ventilation mécanique depuis plus de 48 heures, et ils ont randomisé une mobilisation précoce, intensive, versus une prise en charge finalement standard. Vous voyez que les patients donc avaient à la base un score MRC qui était bas, hein, de l'ordre de 50. Là, ils prennent tous les patients avec une force plutôt diminuée. Et donc, voici les résultats, hein, ils arrivaient bien à démontrer. Attends, pardon. Voilà. Non, pardon, ça c'était les résultats. Ils arrivaient à démontrer qu'effectivement il y avait une augmentation de la distance à la marche pour les patients qui avaient bénéficié de la mobilisation précoce. C'est des résultats qui ont pu être retrouvés dans une autre étude prospective multicentrique. À nouveau, c'est une mobilisation précoce versus contrôle, ou sur différents paramètres d'autonomie fonctionnelle, de distance de marche. Eh bien, il semblait y avoir un bénéfice à la mobilisation précoce. Ces résultats n'ont pas été retrouvés forcément dans toutes les études. On est obligé de faire un peu vite, mais à tel point que la revue Cochrane, hein, qui est une revue qui fait des méta-analyses en médecine, eh bien finalement pour elle, ne retrouve pas vraiment de données suffisantes pour recommander systématiquement l'usage d'une mobilisation précoce. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. En pratique, dans les différents services de réanimation, on pense que c'est quand même bénéfique et on le fait, mais juste pour vous montrer que les données à notre disposition dans la littérature sont finalement assez pauvres encore malgré tout. Pour terminer, pratiquement donc la nutrition. Est-ce que nourrir vite et beaucoup les patients peut avoir un intérêt? C'est une étude qui s'intéressait à la nutrition parentérale précoce versus un petit peu décalée pour les patients de réanimation. Je passe rapidement sur cette étude, mais juste pour vous montrer que pour ce qui est de la récupération à long terme de la fonction musculaire ou l'autophagie, eh bien, il y avait plutôt c'était en défaveur d'une nutrition précoce. Donc les choses sont compliquées. Hein, bien nourrir, apporter beaucoup de calories très vite aux patients en situation d'agression en réanimation semble plutôt délétère, en tout cas pour cette atteinte musculaire. On va terminer avec les cellules souches mésenchymateuses. Juste pour dire que c'est un groupe de cellules qui ont de multiples capacités bénéfiques dans le sepsis. On passe dessus et il avait pu être montré dans le laboratoire, donc dans un modèle animal, que l'administration de ces cellules souches mésenchymateuses permettait de restaurer la régénération musculaire. Et donc c'est quand même probablement une voie de recherche à la fois dans le contrôle de l'inflammation
à la prise en charge initiale du sepsis, parce que ces cellules souches mésenchymateuses ont un rôle immunomodulateur qui a été bien démontré, mais aussi dans la régénération à plus long terme. Donc pour finir, la neuromyopathie de réanimation, c'est un syndrome qui est fréquent chez nos patients graves, qui est associé au pronostic des patients. Il y a beaucoup de facteurs de risque. Il n'y a pas de prise en charge pour l'instant spécifique de cette pathologie. C'est vraiment prendre en charge rapidement la pathologie initiale qui vont amener les patients en réanimation. Peut-être qu'à court ou moyen terme, les cellules souches mésenchymateuses pourront nous apporter quelque chose dans cette pathologie.